Odildek, une des plus prometteuses architectes de la génération montante, a gagné le concours pour la réalisation du musée d'art contemporain de la ville de Rome. Rome, c'est une ville au bord de la mer. Donc rien que ça, c'est particulier. Parce que les capitales au bord de la mer, c'est toujours un grand plaisir. C'est une ville qui est à la fois ville, de l'urbain, très dense, très serré, et en même temps une échappée vers la mer. En gros, la mer c'est comme ça, et Rome est à, 30 km de la mer. 30 km c'est rien. Il y a le Tibre, qui est le fleuve de Rome, qui arrive des Apennins, qui arrive de la montagne, qui traverse la ville, et puis qui vient se jeter dans la mer. Là, je l'ai fait presque droit, mais il est très, très, très sinueux dans Rome, et c'est ça qui fait, comme je le dis toujours, qu'on a du mal à se repérer par un système d'axes, parce que le Tibre tourne tout le temps. À Rome, tout est chaotique. Rien n'est à la même hauteur, rien n'est est homogène. Les rues ne sont pas forcément droites, elles sont plutôt sinueuses. Il n'y a pas eu Haussmann qui est arrivé avec des grandes percées qui a tout remis au carré et à l'équerre. C'est vraiment une ville beaucoup plus chaotique. C'est vraiment ce qui qualifie la ville, c'est le mot de chaos. Là, on arrive au Tibre. Et le Tibre est un fleuve qu'on ne voit pas dans la ville parce qu'il est trop profond. C'est une eau un peu saumâtre qu'on voit dans le fond, un peu verte, et c'est trop profond pour qu'elle participe de la vie de la ville. La plupart du temps, quand elle traverse le centre, elle est vraiment très très étroite avec des quais très encaissés. Et c'est donc il n'y a pas de vision réelle du fleuve. Par contre, il y a des très beaux ponts et les quais sont assez beaux, mais toujours embouteillés. Ça, toujours embouteillés. Ensuite, il y a ce qu'on apprend toujours dans les cours de géographie ou d'histoire quand on est petit, toutes les collines, les 7 collines qui sont autour de la ville. Et puis, il y a quand même une zone relativement plate entre les collines qui définit, dans un des méandres du Tibre, la partie basse, la partie de la ville ancienne, celle qu'on connaît, que moi j'appelle le centre-ville, le centre de Rome, mais qu'en fait, dont on ne sait pas vraiment si c'est le centre, parce que le centre, on pourrait dire qu'il y en a plusieurs. Ici, on est juste devant le Panthéon et ça s'appelle la Piazza della Rotonda à cause du bâtiment qui est rond. Parce que le Panthéon, c'est un temple romain, c'est le seul, voilà, on va parler un peu d'histoire mais pas trop souvent parce que c'est pas mon truc, mais c'est le seul temple romain encore debout et qui soit resté. C'est une coupole d'environ 45 mètres de diamètre et qui atteint son sommet à exactement aussi 45 mètres de hauteur. C'est-à-dire que la hauteur entre le haut de la coupole, la verticalité des murs et le diamètre, le rapport entre les deux est absolument identique. Donc c'est un espace totalement rond, totalement englobant, totalement fermé, opaque, puisqu'il n'y a pas d'ouverture, sauf un tout petit disque tout en haut de la coupole qui met en relation directement ce vide, ce volume, directement vers le ciel. Quand on est en bas, la ville est minérale. La ville est vraiment... le verre n'est que derrière les cours, derrière plusieurs couches comme ça. Mais quand on monte, dès qu'on est au-dessus, on se rend compte qu'au-dessus, il y a une autre couche. Il y a une autre vie qui se passe parce qu'on habite les terrasses. Et d'une terrasse, on a toujours une vue merveilleuse sur un toit, sur une église, sur quelque chose. C'est incroyable, c'est toujours que des perspectives comme ça qui fuient, qui se décalent. Et c'est vraiment le caractéristique de Rome,
Quand je parle du chaos, et tout le monde utilise ce mot de chaos, le chaos romain, c'est pas quelque chose de complètement invraisemblable. C'est quelque chose qui en même temps fait partie de l'essence et de la nature, de la structure même de Rome. Piazza d'Espagne. C'est une place sur laquelle, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, peut-être entre 4h et 5h du matin, c'est le seul moment où il n'y a pas des gens assis sur les escaliers. C'est incroyable, quelle que soit l'année, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, il y a toujours des gens assis sur les marches. Et en même temps, c'est l'endroit d'où débouche le quartier avec toutes les boutiques de luxe. C'est donc une espèce de contraste entre les deux, c'est assez intéressant. Mais c'est tout. Quittons la place d'Espagne en remontant vers le nord pour trouver la place di Popolo. Piazza del Popolo, c'est l'endroit où on se retrouve, c'est l'endroit où on se donne rendez-vous, c'est l'endroit où on vient en fin de journée prendre le soleil quand il y en a, parce que la place ici est orientée vers l'ouest, et donc le soleil de l'ouest donne sur cet ensemble de murs et de dénivelés, de jardins suspendus qui remontent jusqu'à la corniche qui va nous emmener vers la Villa Borghese. Piazza del Popolo, c'est un système de rues qui arrive en triangle en pointant sur l'obélisque qui est au centre. Au centre, la Via del Corso qui arrive depuis le Corso Vittorio Emanuele et qui est un des rares axes de Rome. Et puis deux autres rues qui partent en triangle par rapport à cette place. Ensuite, elle a un autre axe qui a été construit vers le 19e et qui, depuis les jardins, mène jusqu'au Tibre. La Piazza Augustus Imperator. Pourquoi? Parce que ici, ce tumulus, c'est le mausolée d'Auguste. Et autour du mausolée, la place Auguste Empereur, qui est une place d'architecture radicale, rationaliste de la moitié du XXe siècle, mais une architecture dite fasciste. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement stricte, extrêmement géométrique, extrêmement simple. Et en même temps, c'est la période, c'est le dernier moment où à Rome, on a dans la ville, dans le centre, osé intervenir et faire des choses radicalement différentes. On a osé démolir, transformer, ne pas regarder trop ce qui se passait dans le sous-sol à ce moment-là. Sur cette place, maintenant, on trouve la confrontation de trois époques. On a le tumulus, le mausolée, l'histoire, Auguste, l'empereur. On a la moitié du XXe siècle avec cette architecture dite fasciste. Et on est en train de terminer la place aujourd'hui, le long du Tibre, avec le Museo della Pacis. C'est le musée construit par Richard Mayer en construction aujourd'hui. Si on veut parler de l'épaisseur maintenant de la ville de Rome, parce qu'en fait l'accumulation des couches, l'histoire, etc., ça fabrique de l'épaisseur, mais de l'épaisseur physique sur une ville. C'est-à-dire que si on imagine que la ville est au bord de la mer, on a le fleuve quelque part, pas très profond, et puis on a les berges. Et puis petit à petit, là-bas, on a les collines de la ville. Allez, c'est très illustré ce que je fais. Mais quand on construit la ville, ici, au fur et à mesure qu'on va transformer, que la ville va évoluer, on va démolir des choses. Et on va démolir des choses, on va construire de l'autre côté, et puis on va démolir. Et au démolir, on va remblayer. On va remblayer les terrains, on va recommencer, et on va reconstruire dessus. Donc petit à petit, on va fabriquer des couches et des couches qui aujourd'hui, de part et d'autre, reconstituent, donnent de l'épaisseur au sol de la ville. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on est au bord du fleuve, si on regarde au bord du fleuve, on se rend compte que le fleuve est très encaissé, dans un lit relativement large. Et puis il y a les quais au bord, avec les voitures qui passent. Les immeubles d'aujourd'hui, ils sont là.
En fait, globalement, on peut dire qu'au bord du fleuve, quand on regarde sur la Piazza Augusto Imperator, le mausolée d'Auguste, on descend par rapport à la place et on descend à peu près 5 mètres pour trouver l'endroit où était le bas du mausolée autrefois. Il y a 5 mètres à peu près de différence. Quand on va un peu plus loin sur la Piazza Argentina, on découvre qu'il y a à peu près 7-8 mètres. C'est-à-dire on regarde une colonne, on regarde son soubassement et on se rend compte que la rue, elle est ici aujourd'hui. Et donc on a creusé et on découvre le pied de la colonne. Et là, il y a à peu près 6-7 mètres. Donc tout ça, ça veut dire l'accumulation de l'histoire, l'accumulation des couches depuis avant même Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. Chaque fois qu'on démolit, on refabrique du remblai, on refabrique de l'épaisseur. Et petit à petit, en 2000 ans, ça a fabriqué parfois jusqu'à 12 mètres d'épaisseur. Quand il faut faire le métro à Rome, évidemment, le métro ne passe pas dans le centre, c'est pas possible. Parce que creuser le métro, ça voudrait dire passer au travers de toute une série de couches, d'une série d'archéologie, et donc c'est pas possible. Et en fait, ça c'est le gros problème de la ville de Rome. C'est ce qui pèse à la fois sur les épaules, mais en même temps c'est ce qui fait qu'on en a pour très très longtemps, puisque d'aucuns disent même qu'il y en a encore pour plus de 100 ans à faire des fouilles archéologiques à Rome, tellement il y a de matière, tellement il y a de sujets, tellement il y a de choses. Mais j'espère qu'on va quand même oser de temps en temps construire des choses dessus. À quelques kilomètres du centre de Rome, le quartier de l'Eure. L'Eur est une sorte de ville qui a été pensée au départ à l'occasion de l'exposition universelle que l'Italie voulait faire au début des années 40, et donc ils ont, dans les années 30, à la suite d'un certain nombre de débats, décidé d'établir un plan directeur de l'expansion de la ville pour essayer de mieux organiser le développement de la ville de Rome. Ça n'a pas pu être réalisé pour cette exposition universelle de 1942 puisqu'il y avait la guerre, mais ensuite dans les années 50, ils ont décidé de la réaliser. Donc c'est toute une organisation très particulière, c'est une grille, c'est une croix, c'est un peu la même chose que le Decumanus romain avec les deux grands axes. Donc chacun des axes qui se croisent sur un plan orthogonal aboutit à chaque fois à un monument, et le monument est représentatif d'une pensée du moment en fait sur le devenir de l'homme, sur ce qu'il fallait d'une certaine façon exacerber. C'est très impressionnant à cause de cette force et cette puissance dégagée par la représentation globale, par l'organisation totalement stricte et rigide et radicale jusqu'au bout, et par la répétition, l'effet de répétition de tous les bâtiments et de la façon dont ils sont constitués, dont ils sont composés. Ces effets d'arcade extrêmement hautes, une grande échelle, qui même si ça permet d'abriter la personne et la mettre à l'ombre lorsqu'on se promène au soleil, ça donne quand même toujours à chaque fois quelque chose qui domine, quelque chose qui est plus fort et qui est plus puissant que l'homme qui est là au ras du sol. Tout ça c'est important pour magnifier le pouvoir, pour représenter, c'est une représentation d'une pensée, d'une époque et d'une vision de l'homme. Je ne suis pas sûre que ce soit celle d'aujourd'hui. Le palais des sports de Pierluigi Nervi, construit en 1958, c'est un petit objet. Mais c'est en même temps un objet spectaculaire dans sa construction, parce que c'est une voûte en béton armé précontrainte dont toutes les structures sont reportées à l'extérieur. Ce qui fait que la totalité de la salle à l'intérieur ne contient aucune structure porteuse. Donc l'espace d'activité, l'espace d'évolution et les spectateurs sont complètement tenus l'un à l'autre à l'intérieur de l'espace. Le travail de l'ingénieur est très important dans le travail de l'architecte, conjointement avec l'architecte. C'est vraiment une relation intime, une relation de discussion et de dialogue très tenue l'un à l'autre pour fabriquer un projet. Il n'y a pas de bons projets architecturaux aujourd'hui, il y en a
auparavant également, sans cette relation de l'architecte et de l'ingénieur. Et ça, c'est une grande œuvre d'ingénierie d'un très grand ingénieur du XXe siècle. Mais aux limites de la ville, il y a une autre Rome, les Corviales. La barre du Corvialet qui fait 1 kilomètre de long, construite à l'ouest, mais vraiment en limite de la ville, au moment où la ville s'arrête et où commencent les champs et la campagne, qui héritait des projets utopiques, si on peut dire, dérivés des théories de Le Corbusier et des architectes modernistes d'avant-guerre, est un peu la référence ultime ou extrême de ce jusqu'où on peut aller pour mettre des gens ensemble. C'est un bâtiment, c'est un immeuble, mais c'est aussi une ville, puisque non seulement il y a 1200 logements le long de ce kilomètre construit, qui représente à peu près 8000 habitants, mais il y a aussi toute une partie où il était prévu des systèmes pour la vie communautaire, la vie en commun, des boutiques, des bureaux, une église, des équipements pour les enfants, des équipements sportifs, etc. Et c'est peut-être ça qui fait son défaut aujourd'hui. Pourquoi 1200 logements dans un quartier de ville, ça fonctionne, alors que 1200 logements dans une seule barre à la campagne, c'est problématique. C'est problématique à mon sens, pour plusieurs raisons. Il y a d'une part le fait que c'est rejeté à la périphérie de la ville. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'espace intermédiaire, il n'y a pas de place, etc. On est soit à l'intérieur de son logement, soit dehors à la campagne. Donc c'est radical. De la même façon, c'est un bâtiment qui a accumulé tous les problèmes sociaux. Puisque c'était à la périphérie, c'était pas cher. Puisque c'était des logements sociaux, c'était pas cher. Et donc petit à petit, ça a successivement accumulé tous les problèmes. Et l'ensemble des problèmes accumulés fait qu'aujourd'hui, c'est un désastre. Et c'est un désastre parce que c'est plus entretenu, c'est plus géré, c'est problématique et c'est socialement problématique. Mais c'est important d'en parler parce que c'est quand même une utopie qui a été échafaudée par des architectes, des urbanistes et des gens qui ont cru dans cette façon de modifier, de résoudre les problèmes de la ville, de la densité urbaine, en fabriquant une autre type de densité qui est totalement radicale, totalement extrémiste et qui a, aujourd'hui, on le constate, fabriqué du problème. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui se posent des questions, et la ville de Rome se pose des questions par rapport à cette barre, puisqu'elle se pose des questions de savoir quoi en faire. Une autre solution radicale consisterait à la démolir. Ça veut dire reloger environ 8000 personnes, ce qui n'est pas rien, c'est un vrai problème. Quelles que soient les actions qu'on fera dessus, elles ne pourront pas générer quelque chose de positif pour les gens qui sont dedans. Donc il y a un vrai problème social, il y a un problème économique, il y a un problème urbain, et c'est vraiment une épine. Et c'est une épine d'1 kilomètre de long dans la ville de Rome. Il ne faut pas croire que l'architecte se nourrit uniquement de nourriture architecturale. On se nourrit aussi de la vie de tous les jours, on se nourrit du monde, de l'environnement, on se nourrit de tout ce qui se passe autour de nous. Et la nourriture en fait partie. Donc tout ça, ça fait partie de la façon dont on est nourri pour, après ça, retraduire ça dans une qualité de vie, dans une qualité d'espace, dans une qualité d'environnement, etc. Donc je crois que c'est important. Ça paraît anecdotique, ça paraît touristique, mais c'est vraiment important. Il y a un feu derrière qui chauffe les mains. On est à Rome et on a toujours tendance à penser qu'on va parler des monuments, qu'on va parler de l'archéologie, qu'on va parler de l'histoire. Et justement, j'ai choisi de ne pas trop en parler parce que on connaît tous la ville éternelle, toute l'histoire, on a tous appris ça quand on était petits à l'école.
Mais c'est aussi une ville contemporaine, c'est une ville qui vit aujourd'hui. Et c'est intéressant d'être ici dans cet hôtel parce que cet hôtel qui a été ouvert il y a à peu près 2 ans, c'est le nouveau témoignage. C'est le premier bâtiment construit dans le centre qui présente une architecture franchement contemporaine, qui cherche à nouveau, pas forcément nécessairement à copier, à singer l'architecture historique, mais en même temps qui s'inscrit parfaitement. Ça s'inscrit parfaitement parce qu'ici le contexte est plutôt un contexte de lignes et d'horizontalité. Dans le centre, c'est le chaos. C'est la lumière qui danse, c'est des choses comme ça. Ici, si on regarde autour de nous, c'est une architecture de la fin du 19e, début 20e. C'est une architecture beaucoup plus classique, beaucoup plus presque haussmannienne, on pourrait dire, si on veut faire référence à Paris. Donc avec des lignes, avec des hauteurs de gabarit homogènes, avec des lignes, un plafond parfaitement régulier. Et donc cet hôtel, avec ses grandes lignes horizontales, s'inscrit parfaitement dans cet environnement de la gare, du quartier. Et en même temps, il est franchement contemporain. Lorsqu'on a une ville avec autant d'accumulation, autant d'épaisseur, autant de couches qui se sont accumulées, évidemment, quand on est architecte et qu'on doit construire à Rome, la première chose dont on a peur, c'est qu'allons-nous trouver dans le sol, puisque on sait que si, par malheur, au moment où on va commencer à creuser, on trouve quelque chose, on ne sait pas combien de temps ça va s'arrêter. Puisqu'il va falloir trouver, creuser, découper, etc. Et qu'immédiatement, tous les archéologues, évidemment, sont là à l'affût au bord du trou pour regarder ce qu'on trouve. Alors moi, par chance, sur mon musée, quand on a creusé, puis on a fait un certain nombre, 60 sondages dans le terrain, qui n'est quand même pas si grand que ça, et la seule chose qu'on a trouvée, on était dans du Remblai comme dans tout ce quartier-là, et la seule chose qu'on a trouvée, c'est une pièce de Néron, donc c'était pas trop risqué. Et surtout parce que, effectivement, c'est un terrain qui est un peu à la périphérie de la ville romaine antique, qui était plus du côté du Tibre, et que moi je suis plutôt dans les terrains des anciennes villas romaines à la campagne. Donc j'avais une chance sur 2 de tomber sur une villa ou de tomber à côté. Si je tombais à côté, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est tout bénéfice pour la rapidité de construction du projet. Ici, on est sur le site du futur musée d'art contemporain de la ville de Rome. C'est-à-dire que là où nous sommes aujourd'hui, le sol n'existera plus puisqu'on va être 4,50 m plus bas et on sera dans le foyer. Là, à peu près où je me situe, je serai à peu près devant la billetterie où je pourrais acheter mes billets. À peu près là. Et le bâtiment qu'on voit au fond, on conserve la structure. Toute la partie haute, ça va devenir le restaurant. Et toute la couverture, c'est le toit du musée qui couvre l'intégralité de ce terrain. Toute cette couverture, ça va être traité exactement comme une place publique en hauteur. Et au milieu de la terrasse, il y a un grand volume de verre qui fait 400 mètres carrés, qui est incliné, sur lequel il y a de l'eau qui va couler, c'est la fontaine. Et comme c'est un volume de verre, la fontaine va exister donc sur la place au-dessus, mais en dessous, quand on sera dans le foyer ici, on verra aussi la fontaine et l'eau couler d'en dessous. Et tout ça, ça va devenir un grand lieu d'exposition d'art contemporain. En face, au-delà de la ville basse du Tibre, sur la colline Saint-Pierre de Rome. Ici, sur la colline du Capitole, la mairie, l'hôtel de ville, dont les façades ont été dessinées par Michel-Ange, et la place dont le dessin est un des
plus pur exemple de l'urbanisme, on peut dire, de la Renaissance. Ça met en rapport toute la façon dont ces deux pouvoirs dominent en quelque sorte la ville de Rome. En construisant aujourd'hui 2 musées d'art contemporain, en construisant un nouveau palais des congrès, en créant un nouvel auditorium, en faisant aussi une nouvelle église, les deux pouvoirs, et en particulier le pouvoir municipal, mais aussi l'État, s'inscrivent directement dans le XXIe siècle et dans une contemporanéité et marquent de leur présence le XXIe siècle dans la ville.